Bienvenue dans le podcast de la Petite Balle Blanche, émission post-vacances pour ce 9e épisode, alors que le tout dernier majeur de la saison s'est terminé sur la victoire de Anna Nordqvist à Carnoustie pour le Women's Open. Nous allons y revenir avec les chroniqueurs, nous ferons aussi un petit retour en arrière pour parler des Jeux Olympiques avant de s'intéresser à la Solheim Cup qui a lieu dans 2 semaines. Mais pour débuter ce podcast, nous accueillerons un invité spécial en la personne de Baptiste Delors, jardinier au golf Marco Simone à Rome, qui accueille l'Italian Open du 2 au 5 septembre. Aujourd'hui, je suis entouré de Marion Ricordo, Gurvan Boni et Julien Fontaine. Bonsoir les amis. Salut l'équipe. Salut. Alors, avec nous, Baptiste Delors. Salut Baptiste. Enchanté, bonjour. Comment vas-tu Baptiste ? Super, très bien. Merci beaucoup. Donc, tu es en pleine préparation de l'Italian Open qui a lieu du 2 au 5, comme je le disais. Donc, où est-ce qu'en sont les préparatifs ? Écoutez, tout est prêt. Maintenant, c'est des petits réglages. On a fait un gros travail d'arrosage sur l'irrigation. Parce qu'avec les étés italiens avec 45-50 degrés de 10h jusqu'à 6h du soir, il faut arroser, il faut suivre notre petite graminée qui pousse gentiment. Donc gros boulot d'arrosage et aussi un très gros boulot aussi de mécanique, affûtage, parce qu'on n'a pas énormément de moyens à Marco Simone, malgré qu'on reçoit une Ryder Cup dans 2 ans et demi maintenant. Qu'on reçoit un Open dans 2 semaines, on a très peu de matériel, on a très peu de choses, donc beaucoup de travail, beaucoup de temps personnel à passer. Donc on est prêt. Aujourd'hui, on a un beau parcours, un beau design, on est prêt. Et dans ce genre de cas, est-ce que ça veut dire que quand le Tour européen débarque avec toute sa machine, il est capable de venir avec aussi des petites machines pour éventuellement aider ou des petits volontaires éventuellement pour venir aider les équipes du golf ? Alors, l'European Tour, en soi, il n'y joue pas grand-chose sur ça. C'est surtout Lara Arias et Alejandro Reyes qui gèrent tout ça. Pour cet Open, on a 32 volontaires qui viennent un peu de partout dans le monde. Donc, on a des Anglais, des Espagnols, des Italiens, des Français, des Allemands et un Portugais aussi. Donc, pas mal de monde. Il y en a qui arrivent, il y en a une dizaine qui arrivent cette semaine, donc lundi, pour préparer un peu pour préparer l'Open. Et après, on aura donc du coup 15-20 personnes qui vont venir pour la semaine du lundi au dimanche pour l'Open. Et après, ensuite, au niveau des machines, donc on a réussi à en trouver 2-3 en Italie, mais comparé au national il y a 4 ans, on a très peu de machines parce que malheureusement, les prêts de machines ici en Italie, c'est très compliqué. Les Italiens sont très compliqués entre guillemets. Et du coup, faire importer des machines de France, ça coûte très cher. Pour 4 jours, ça coûte très cher. Donc, on a essayé de trouver avec des entreprises, des locations, etc. pour avoir au moins une machine pour chaque personne ici au golf. Mais ça va être très compliqué au niveau du matériel. Ce qui veut dire que pour les opérations mécaniques que vous devez faire tout au long de l'année, je pense notamment à l'été, il y a peut-être des choses à faire intéressantes parce que tout crame, etc. et que vous arrosez. Donc j'imagine que ça pousse, il y a des choses qui sont un peu compliquées. Et j'imagine que vous, en tant qu'humain, s'il faut faire beaucoup plus de choses à la main, ça doit être une sacrée galère. Ça c'est sûr et certain. Après, quand Alex, Alejandro et Lara ont signé leur contrat ici à Marco Simone, ils ont déjà préparé à l'avance des conditions, des clauses, entre guillemets, avec du apport de sable sur 3 ans. Donc, on a plusieurs tonnes de sable qui vont arriver sur les 3 années pour sabler toutes les parties du jeu. Ils ont aussi demandé certaines machines pour les opérations mécaniques. Dernièrement, c'est surtout des compactages, des feutrages pour essayer d'avoir des greens les plus roulants possibles. Après, ils travaillent quand même avec des graminées plutôt sympas et plutôt faciles à travailler, qui résistent quand même aux grosses chaleurs. Donc, on n'a pas de gros problèmes pour l'instant. Pour l'instant, c'est peut-être la seule
Le seul petit couac, c'est peut-être les fairways qui manquent un peu de densité. Donc, on y a travaillé avec beaucoup de sablage, des tontes sans ramasser, des tontes en ramassant le gazon. Donc, les opérations mécaniques, c'est vrai qu'elles se font peut-être un peu trop à la main. On pourrait peut-être gagner du temps avec certaines machines, mais bon, il faut faire avec. Il faut montrer aussi au golf, aux petits golf, pas les petits de base, mais les petits moyens, on va dire que malgré la grosse compétition qu'on va accueillir, avec de la passion, on peut réussir à faire de jolies choses. Et dans quelle mesure la période, alors je ne sais pas comment est vraiment la situation sanitaire en Italie, mais est-ce que ça a eu des impacts aussi sur la préparation du parcours? Non, pas forcément, parce que quand je suis arrivé, c'était des confinements total en Italie, une semaine ou deux, même 3 semaines avant la France, je crois. Donc non, pas de problème au niveau Covid. On n'a pas été touché, donc ça, par chance, on n'a pas été touché. Ici en Italie, bah, tout se passe tranquillement. Les Italiens sont plutôt tranquilles là-dessus. Donc non, au niveau Covid, on n'a pas eu, voire pas du tout de problème. Et le parcours aujourd'hui est fermé là depuis quelque temps pour le préparer ou... Exactement, il est fermé à partir du 16 août. Du 16 août, il est fermé à tout public, interdiction de jouer, interdiction de voir du monde. Donc comme ça permet aussi au green pas de se reposer, mais surtout, si on parle des pitchs, ça permet à la skate des greens. Et en Italie, alors en France, on le relève pas beaucoup, mais il y en a des personnes qui le font gentiment. Mais en Italie, c'est vraiment une catastrophe parce que y a personne ne relève ses pitchs, personne. Donc du coup, entre guillemets, on essaye de rouler le moins possible sur les zones de jeu, comme fairway rough, etc., pour éviter de faire des traces, des marques avec les véhicules. Du coup, plus personne ne marche sur le terrain, à part nos tontes, nos opérations qu'on fait, mais ça reste quand même minime. Est-ce que ça veut dire qu'à la date d'aujourd'hui, vous savez précisément les hauteurs de rough attendues, enfin de première tombe, de deuxième tombe, et aussi les vitesses de green attendues pour l'Italian Open, où il y a encore un petit peu de marge en disant on voudrait ça, mais plus ou moins quelque chose? Alors, toutes les hauteurs de tonte, ouais, elles sont décidées quand même pas mal de temps à l'avance, notamment des tontes, par exemple, qu'on fait aux entrées de bunker. On essaye de faire les plus rases possibles. Comme ça, on pénalise vraiment le joueur si la balle va rentrer dans le bunker avec la tonte rase qu'on fait. C'est l'European Tour qui a décidé ça. Après, la vitesse des greens, on l'a pas du tout. On l'a pas du tout encore. Ça va se décider peut-être cette semaine, je sais pas du tout. Mais pour l'instant, on n'a rien du tout. Vous l'avez pas, c'est-à-dire, vous savez pas ce qu'il va falloir avoir ou vous l'avez pas atteinte encore? Non, on ne sait pas ce qu'on doit avoir. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, on en a discuté. Donc, notre petit groupe de responsables, on en a discuté. Mais pour l'instant, il n'y a pas de. Alex et Lara nous ont pas dit, bon, voilà, aujourd'hui, il nous faut une roule de 3,40 m ou 3,20 m ou 3,60 m. On ne sait pas du tout. Pour l'instant, on ne sait pas. Mais on a quand même une roule sympathique. Avec la chaleur qu'il y a, on arrose un petit peu moins. Si on peut prendre pas mal de centimètres très facilement. Donc, c'est pas un stress énorme. Enfin, c'est même pas du tout un stress. Parce que si demain, on veut une roule à 3,60, on y arrive en 2-3 jours très facilement. Très, très facilement. T'es en charge de quoi, toi, Baptiste, sur le parcours? Alors, ben, moi, je suis passé chef d'équipe il y a un petit mois. Donc, chef d'équipe, il doit faire tout bien. Il n'y a pas une chose excellente que je dois faire. Il faut que je fasse tout bien. Il faut que je sache faire tout correctement, l'expliquer, et parce qu'on a des salariés qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Donc, leur expliquer, leur montrer. Le plus dur, c'est peut-être les langues, parce que quand je suis arrivé ici, je parlais simplement le français. Donc aujourd'hui, il y a 4 langues à avoir, donc bon, on y travaille. Donc moi, je fais un peu tout. Je fais un peu tout, à part la mécanique qui est quand même vachement spécialisée. C'est Brice Rue qui a été anciennement le mécanicien du national pendant, je crois, 12 ans. Donc très grosse expérience. Il a aussi son entreprise en France, donc il a vraiment énormément d'expérience là-dessus. Donc la mécanique, c'est lui et lui seul qui le fait. Et après, tout ce qui est opération, tonte, aménagement des abords, l'irrigation, tout ça, je touche vraiment à tout.
ce qui est cool d'ailleurs. Et vous êtes une équipe de combien? On est 18 personnes salariées, donc c'était Alejandro a voulu ça dans le contrat quand il a signé avec la propriétaire. Donc 18 jardiniers avec un mécanicien, fontainier, 2 chefs d'équipe, un adjoint et Lara qui est en intendante de parcours. Et puis après, on a le reste des jardiniers. Et donc 20 personnes en comptant Lara et Alejandro. Ouais, ça fait une belle équipe. Enfin, ça fait du beau potentiel. 20 personnes sur un terrain. Bon, même si Alejandro, il est pas là tout le temps, ça fait un beau potentiel pour rendre le parcours assez génial, quoi. Non, franchement, c'est top. On réussit à avoir quand même des gens qui ont des préférences sur certains postes. Du coup, on les met dessus et puis ils font leur boulot avec passion. Mais non, franchement, on a une belle équipe. On a une belle équipe qui travaille beaucoup, donc c'est cool. Parce que dans le golf, si tu veux finir à 15 heures tous les jours, faut pas trop y compter. Et ici, on a la chance, malgré la chaleur, les choses un peu compliquées, on a vraiment beaucoup de chance d'avoir une super équipe. Et Marion, par exemple, tu peux mettre ça en relation, par exemple, avec le golf d'Étretat pour donner à peu près une petite idée de à quoi ça ressemble, 20 personnes qui travaillent dans une équipe? Bah, c'est 4 fois plus que chez nous. Nous, on a 4 jardiniers et un greenkeeper. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que je suis impressionnée. Enfin, en fait, je pense, bon, après, c'est un peu différent, mais quand Baptiste parle de manque de machines, je pense qu'il a les machines qu'un golf comme nous peut-être a, voire il a un petit peu plus. Et c'est vrai que bon, après, on prépare pas les mêmes choses, hein. Là, ça prépare un European Tour et une Ryder, donc on est sur un autre monde. Mais c'est vrai que le golf moyen français doit avoir entre 3 et 7 personnes sur le terrain. Et nous, on a un parc de machines qui est vraiment pas trop mal et qui est très récent, donc on est loin d'être à plaindre. Mais ils sont 5. Et bon, ça mériterait d'être un peu plus nombreux, mais 20 ça laisse rêveur. Ouais, 20, ça laisse rêveur, surtout que c'est pour un seul 18 trous. Par expérience, quand j'étais à Saint-Cloud, on était 22 en comptant de l'intendant, tous les jardiniers et tout, on était 22, mais pour 18 trous, pour 2 18 trous, pardon, plus beaucoup de rénovations et de chantier. Donc, du coup, sur le terrain, on était 10, 12 personnes, pas plus. Pas plus, parce qu'il y en a beaucoup qui étaient sur des travaux, des rénovations, sur les aménagements des abords et tout. Donc, c'est vrai que, 4-5 personnes, c'est vrai que ça doit être un peu compliqué à gérer. Mais bon, après, je pense qu'ils s'en sortent très, très bien. Et après, c'est vrai que 18 personnes, ça fait rêver, ouais. Mais bon, on a un Open à gérer et une Ryder. Exactement, c'est pas les mêmes objectifs non plus, c'est pas les mêmes. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui sont complètement assumées. C'est heureusement que vous n'êtes pas 5 pour préparer un Open et une Ryder. Enfin, ce serait pas jouable. Ça serait impossible, ça serait justement impossible. On a le volontariat qui va arriver, donc ça va nous décharger quand même beaucoup de pression et beaucoup de boulot. Ils ont quand même beaucoup d'expérience. Ça a été pris. Les volontaires sont connus d'Alex et de Lara. C'est pas des gens qui ont envoyé un mail comme ça. C'est vraiment des gens d'expérience. Donc pour commencer, ça rassure. Ça va rassurer Lara, ça va rassurer beaucoup de monde. Ouais. Mais c'est vrai que 4 personnes, on essaiera de vous envoyer des volontaires quelques week-ends si vous voulez. Non, t'inquiète. Chacun ses objectifs, chacun ses moyens, c'est très bien. Chacun sa région, c'est parfait. Non, mais c'est normal. Heureusement que vous êtes 20. Enfin, vous devez avoir un tel boulot et puis des conditions de travail qui sont très, très différentes. Vous avez certainement aussi des clients qui sont extrêmement exigeants. Il y a eu du soleil en plus. C'est ça. Vous n'êtes pas emmerdé. C'est plus la question, c'était quand est-ce que j'ai eu de la pluie? Quand est-ce qu'on a eu de la pluie? Ah. Ça fait 6 mois que je suis là et il a plu que 2 fois. Moi, c'était il y a 4 heures. Voilà. Et là, par exemple, le petit tournant, on va appeler ça managérial, que prend ta carrière un petit peu, Baptiste, c'est plutôt quelque chose qui te plaît? C'était pas du tout attendu de ma part. Je suis vraiment venu ici pour voir plein de choses. J'ai été surpris que Alex et Lara me proposent ce genre de poste. C'est super, c'est une nouvelle aventure dans ma carrière qui se lance, je pense aujourd'hui, qui se lance vraiment dans le grand bain, à l'international, etc. Je suis très très fier de pouvoir être chef d'équipe avec des grands noms comme Alex et Lara.
et Victor et tous les restes de l'équipe. Je ne vais pas faire tous les noms, mais ouais, je suis très content. Je suis très, très content. Le fait que la Ryder a été décalée d'un an et donc du coup celle de l'Italie aussi décalée d'un an, est-ce que ça a été plutôt une bonne nouvelle pour vous ou au contraire c'était encore plus à attendre, etc. et du coup moins motivant? Non, 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 ça reste toujours motivant. On sait qu'on a une rider un an avant, un an après, c'est pas forcément le problème. Non, après, plus on a de temps, mieux c'est, hein. Plus on peut proposer un parcours génial. Maintenant, non, ça nous a pas personne, enfin, ça n'a pas été un problème pour qui que ce soit. Le plus gros souci, c'est pour les organisateurs, European Tour, etc., qui ont dû perdre quand même beaucoup d'argent sur tout ce qui est marketing, les drapeaux, la publicité, etc., a changé le 2022 en 2023. Je pense que c'est surtout pour eux le plus gros problème. Nous, franchement, le terrain, il sera prêt le jour J, quoi. Et donc là, l'Italian Open, est-ce que, enfin, avec Alejandro qui a déjà l'expérience de la Ryder Cup, est-ce que vous allez avoir une organisation particulière? Enfin, est-ce qu'il va vous mettre en mode Ryder Cup pour cette Italian Open et On que y est c'est déjà. pas du Et ce qui est impressionnant, c'est que bon, il fait quand même beaucoup de consulting. Alex, on le voit très peu. Des fois, heureusement, parce que il est très, comment dire, quand il est là, il y a des changements. Il y a des très gros changements même. Donc, heureusement qu'il fait beaucoup de consulting en France. Donc là, ça fait ouais, une semaine et demie qu'il est là tous les jours avec nous jusqu'à l'Open. Donc on le voit souvent. Et il nous a très clairement mis en mode Ryder Cup et il nous met beaucoup de pression, de la bonne pression, hein, forcément, mais beaucoup de pression, la pression du détail. Tout doit être parfait, parfait, parfait. Les tontes, les garçons doivent être là tout le temps. Enfin, c'est une grosse pression, mais qui est sympa à voir et à découvrir. Mais on l'a vu du jour où il est arrivé, il a mis très clairement les choses. On commence le taf, on ne sait pas quand est-ce qu'on va le finir. Et tout doit être parfait, tout doit être comme il le souhaite. Donc il a lancé beaucoup d'opérations mécaniques ces derniers jours, du plaquage pour rendre le parcours parfait. Et le seul problème qu'on a, c'est les graminées qu'on ne veut pas sur le parcours, mais qui se développent plus rapidement que celles qu'on veut. Donc c'est encore un petit sujet qu'on doit régler, je pense, pour l'année prochaine. En fait, tu parles de graminées qui poussent pas comme vous aimeriez. En fait, est-ce que en raison de la Ryder et en raison du tournoi, vous avez changé les graminées de base du parcours, ou est-ce que vous essayez juste de l'améliorer encore un peu, ou vous aviez, j'imagine, une base. Est-ce que c'est la même, ou est-ce que vous avez carrément tout changé pour l'adapter au tournoi? La construction du golf, ils ont choisi leur propre grabinet qui résiste à la chaleur, qui aime pas trop boire, parce que si on met des graminées qui sont en France ou dans le nord de l'Europe, forcément, elle ne restera jamais. Donc on a une graminée bien spécifique pour les greens, donc c'est de la grosse tide. C'est une graminée bien spécifique, qui est très fine, qui a un système racinaire quand même très développé, donc qui peut résister à la chaleur, etc., au stress aussi. Et puis après, on a du paspalum, on a de la fétuque, du régras, un petit peu sur les fairways, et puis rough, après c'est fétuque, etc. Donc ouais, Alex et Lara ont bien choisi leur graminées à la construction du golf, à l'implantation. Ils ont bien choisi leur graminées qui puissent durer dans le temps, mais bon, malheureusement, on a des graminées ici en Italie qui se développent naturellement, quoi. Donc, C'est ça. on doit travailler avec la nature, mais le problème, c'est que c'est des graminées, c'est du Paspalum giganteum qui vraiment est très imposant sur les fairways et qui, pour des joueurs, est impossible à jouer, quoi. Donc ça, on ne sait pas encore comment. Là, on a fait un gros travail où, à la main, on avait 10-15 personnes sur le fairway tous les jours qui enlevaient la graminée à la main, qui coupaient le système racinaire, qui remettaient de la terre avec des graines qu'on souhaite. Donc c'est gros boulot. Alex et Lara sont en train de réfléchir à comment on peut gérer ça. Est-ce que c'est un excès d'arrosage? Est-ce que c'est un manque d'arrosage? Est-ce que c'est une mauvaise... Enfin, il y a plein de questions à se poser. Il est bien meilleur là-dessus que moi. Donc je le laisse avec grand plaisir gérer tout ça. Mais ouais, ouais. Ils ont leur graminé qu'ils souhaitent à la construction.
Ouais, c'est ça. Parce qu'il y avait il y avait quand même un sol de base qui convenait pas du tout Pas, à un golf. Et voilà, c'est ça. Donc, vous avez pas du vous avez dû remettre tout ce qu'il fallait pour mettre un vrai sol direct, quoi. pas exactement. Et encore aujourd'hui, on travaille avec de l'argile. Et à la construction, le Marco Simone n'ont pas voulu mettre une grosse épaisseur de sable parce que travailler sur du sable, c'est le plus facile. C'est le plus facile parce que là, ici, l'argile, quand il fait très chaud, ça se dégorge très facilement. Donc, malheureusement, c'est compliqué. Donc, on doit encore, avec l'arrosage, jouer avec ça. Mais c'est pour ça que sur les 3 ans à venir, on a beaucoup, beaucoup de sablage à faire, énormément même. Et bon, en connaissant Alex, il faut y aller tout le temps, donc ça va le faire. Et niveau drainage, par exemple, le parcours, il est prévu d'avoir du travail dessus ou pas? Non, 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 non. À la construction, tout a été réfléchi. Drainage, arrosage, c'est des entreprises de conception qui ont fait ça. Donc, plus ou moins, ça dépend, mais parce qu'il y a quand même quelques réglages à faire. Mais non, non, le drainage, c'est fait, c'est bien fait. L'arrosage, il laisse encore il laisse à désirer très clairement. Mais bon, on y travaille. Alexandre Seurat et Robin et toute l'équipe gèrent ça. Donc non, il y a pas de problème de gros travaux pour l'instant. Le seul gros travaux qu'on a fait, c'est l'élagage et l'abattage de certains arbres. Surtout les lagages. On a dû abattre deux arbres sur le golf parce qu'ils étaient morts. Mais surtout, beaucoup d'élagage pour de la propreté, pour de la qualité de vue des greens, etc. C'est le seul gros chantier qu'on a fait au golf. Et par exemple, pour l'Italian Open, tu sais déjà, on va appeler ça ta liste d'affectation. Dans ce genre de cas, en fait, vous travaillez comment? Genre, par exemple, en trou par trou, ou vous allez travailler, tu vas t'occuper des greens et puis un tel des fairways? Non, on va avoir 6 volontaires sur les greens, donc ton de simplex. Donc un volontaire enfin 2 volontaires qui auront 4-5 trous chacun. Donc répartis. On aura donc 6 volontaires sur les greens. On a 3 volontaires sur les départs, donc seulement les bactis et les blancs pour la télé, etc. et pour les joueurs. Après, on a 6 personnes sur les fairways, on a 2 personnes sur les roughs, on a 2 personnes sur les approches. Et moi, je serai responsable des bunkers avec 10 personnes dedans. Là, on a déjà commencé un gros travail. Donc, on a Victor qui est adjoint de Lara, enfin Lara et Victor qui vont superviser un peu tout, avec Brice Dru, donc le mécanicien. Et ensuite, on a moi et Robin qui sont sur des gestions d'équipe, etc. Et puis après, au fur et à mesure, on répartit les tâches de préférence aux garçons sur les fairways, les roughs, tous ces trucs, toutes ces choses-là. Bon, durant cette période-là, on se lève à quelle heure? 3 heures, 4 heures du mat? Alors, ouais. Alors, pour l'Open, on va se lever à 3h30, 4h pour faire un briefing à 4h, 4h30 à peu près, et pour commencer le travail à 5h, absolument, ou 4h45, 5h. On ne peut pas commencer trop tôt parce que si on commence trop tôt, qu'on fait des choses, on va enlever de la rosée. Donc, c'est de l'humidité qu'il y a sur les greens, des petites gouttes d'eau. Si on tombe un green et qu'une demi-heure après, la rosée est toujours là et qu'on laisse la rosée pour les joueurs, c'est une catastrophe. Donc, on a une gestion, ça, je ne savais pas du tout. Moi, j'avais proposé de commencer à 2h du matin, comme ça, c'est réglé. On part se coucher quand les joueurs sont là. Mais non, pas du tout. On va essayer de commencer à 5h. On va essayer de faire déjà un gros boulot en amont pour que mercredi, jeudi, tout soit prêt et que ça soit le plus rapide possible. Donc, on va avoir de 5h à 8h à peu près de travail. Après, les joueurs seront en train de jouer. Donc, nous, on sera en train de se reposer et les voir jouer aussi. Ça va être super sympa. Et ensuite, dès qu'ils ont fini, dès que la dernière partie a été faite, on revient sur le parcours et on refait les tâches pour que le lendemain matin, ça soit encore plus rapide. Donc pour les gens qui nous écoutent, on comprend bien comment la journée d'un greenkeeper ou d'un jardinier est fractionnée. C'est du 5h, 8h ou 5h, 9h le matin et puis hop, c'est reparti, 5h, 9h le soir, quoi. Donc bonjour l'organisation des journées. Respectez le travail de nos jardiniers, ils ont quand même pas des jobs simples. Relevez vos pitchs, replacez vos divots, ratissez vos bunkers parce que sincèrement, c'est tout ça qu'ils n'auront pas à faire quand ils viendront bosser. Ils pourront mettre votre parcours dans un état parfait. S'ils perdent leur temps à faire les conneries que nous, on peut faire nous-mêmes, voilà. Donc, respectez un peu le travail de gens qui ont des horaires absolument horribles.
et qui font que votre parcours est superbe. Ça, c'est sûr. Surtout au golf où on manque de moyens personnels. Si on n'a pas de pitch à relever, si on n'a pas de bunker à ratisser, si on n'a pas de yachting à faire, on gagne un temps énorme et on peut mettre du personnel sur d'autres tâches et du coup avoir une qualité meilleure. Et donc, ouais, c'est sûr. C'est sûr que le respect du jardinier et du parcours en soi, ça serait top que ça soit à 100% et que tout le monde le fasse, ça c'est sûr. Le message est passé. Voilà. Jusqu'à la prochaine fois, quoi. Bon, et comment va la vie en Italie alors, Baptiste? Voyager, non, je reste autour de Rome quand même, parce qu'on n'a qu'une journée de repos par semaine, une journée et demie à peu près. Donc on peut pas partir très loin, mais ouais, on a la mer. On a la mer côté ouest à une demi-heure, 45 minutes. On a Rome qui est à 20 minutes. On a les montagnes qui sont à 1h30, 2h. Et puis on a la mer côté est qui est à 2h30. C'est un régal. Les montagnes sont magnifiques. J'en profite beaucoup. J'adore ça, faire des petites randos, etc. Déconnecter un peu du golf et du monde en général. Et après, Rome très sympa, très joli. J'ai essayé de visiter pas mal de choses. Donc voilà, non, c'est cool. Tout se passe super bien. Bon, les amis, est-ce que vous avez encore une question pour Baptiste? J'aurais peut-être juste voulu parler d'une petite chose, c'est la formation pour les jardiniers et greenkeepers, si ça peut être mis en avant un petit peu. Bien sûr. Parce qu'on parle de volontaires, mais on manque, enfin, en France en tout cas, on manque énormément de jardiniers et de personnes compétentes qui aiment ce boulot. Et c'est vrai qu'on ne parle pas assez des études, on ne parle pas assez des formations qu'il y a en France. Donc, on a deux grosses écoles, c'est à Vic, en Corrèze, et Dunkerque, où ils proposent des formations d'1 an en jardinier, des formations de 2 ans pour être intendant de parcours, donc de chef d'équipe à intendant de parcours. On a des petites formations qui sont un peu partout en France pour la fontainerie. Et on a une formation qui est en mécanique et un peu partout en France aussi, mais de mécanique à Neuvik. Et ça, j'ai vraiment envie de faire développer ça parce qu'on vraiment, on est en manque de personnel ici à Marco Simone. On a une équipe de 18 jardiniers, mais sur les 18, il y en a peut-être 8 ou 9 qui n'ont absolument zéro en golf, quoi. Donc c'est vraiment dommage pour une Ryder Cup. Moi, je m'attendais à avoir des personnes qui ont fait des études énormes et mais non, pas du tout. Donc, si on pouvait mettre ça un petit peu en avant, de motiver un peu les gens et de leur dire qu'il y a une formation jardinier de golf, parce que souvent, beaucoup de monde pense au paysage, à l'aménagement paysager, qui est courant et qui est connu en France. Mais c'est vrai que le jardinier de golf, on n'en parle pas du tout. Et c'est une formation sur combien de temps alors? La formation jardinier de golf, elle est sur 1 an. D'accord. La formation intendant de parcours, elle est sur 2 ans. Donc à Neuvik ou à Dunkerque, c'est les deux plus grosses écoles et deux plus belles écoles avec les meilleurs formateurs. Et puis après, quand on est dans le golf, on peut demander de se spécialiser dans la mécanique ou dans la fontainerie. Post-bac pour avoir accès à ces études? Alors, jardinier, on peut le faire tout de suite après la 3e. Et ensuite, pour vouloir faire un intendant de parcours, il nous faut soit 5 ans d'expérience dans le golf, ou sinon le BTS aménagement paysager. C'est les conditions qu'ils ont mis en place. Et globalement, toi, lorsque tu as fait ces études-là, si tu les as faites, ça veut dire que derrière, en gros, entre ta sortie d'études et ton premier job, en fait, tu attends quelques jours, grosso modo? Même pas quelques jours, on a les contrats bien avant. On peut avoir des contrats bien avant. Après, faut aimer bouger un petit peu en France, parce que c'est bien de voir différentes tailles de golf, différents budgets de golf. Faut aimer bouger et des contrats d'un matin. Si tu as envie de travailler dans un golf, on trouvera un golf. Ça, c'est sûr et certain. Merci beaucoup, Baptiste, d'être venu ce soir, nous avoir éclairé sur ton métier et puis sur tout ça. C'est super intéressant. On te souhaite le meilleur et puis à toute l'équipe. Hein, tu leur dis qu'on est derrière eux. Profitez bien surtout. Éclatez-vous. Merci beaucoup, c'est gentil. Et puis à bientôt, Baptiste. À bientôt. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée. Merci, Baptiste. Bye.
Petit flashback sur les Jeux Olympiques. Bon, pas évident de suivre le golf quand même parce que c'était quand même en pleine nuit, enfin en tout cas pour les premiers tours. Victoire de Xander Schauffele et Nelly Korda pour les garçons et pour les filles. Donc les Américains ont enfin glané la médaille d'or. Vous avez regardé un peu les Jeux Olympiques? Moi, j'ai pas mal regardé grâce au super dispositif. Moi, je pense pas que c'était le seul, mais de France Télévisions qui, au moins à défaut de mettre un commentateur, te permettait au moins d'avoir le flux en direct sur l'appli. Et alors après, c'est vrai que 5 heures ou 6 heures de retransmission sans aucun commentaire, ça peut être long. Enfin, c'est long. Mais parfois, comme on dit de temps en temps, mieux vaut être seul que mal accompagné. Et parfois, c'était pas plus mal sans commentaire. Moi, j'ai trouvé la retransmission pas mal filmée. On voit que le PGA Tour est derrière. Et ça m'a fait super bizarre en fait de se dire mais c'est quoi l'intérêt de la 3e place? Et quand tu te dis que tu vois un playoff à 7, tu dis ah ouais, si ça pouvait être ça tout le temps, ça pourrait être fun. Enfin, cette fois, les playoffs, et chez les garçons pour la médaille de bronze, et puis chez les filles pour la médaille d'argent, c'était quand même plutôt sympa d'avoir ce côté un peu match-play justement pour une médaille, quoi. Parce que c'est évidemment le reproche qui est fait pour le stroke play, c'est que déjà tous ceux qui sont au-delà de la 20e place après 2 tours. C'est pas évident de rester motivé, quoi, quand tu sais qu'il y a que les 3 premières places qui rapportent. Après, t'as autre chose. Tu peux te dire que c'est une question de place. Il doit y avoir des points en ranking. Mais le mec qui part pour son marathon puis qui est à la rue déjà au bout de 10 bornes, c'est pareil, quoi. Faut quand même aller jusqu'au bout. Puis t'es beaucoup plus dans la souffrance sur un marathon que sur 4 jours de golf, quoi. Ouais. Donc je pense que moi, des commentaires que j'ai vus des joueuses, j'ai quelques copines qui ont joué, je voyais leurs commentaires après le tournoi alors qu'elles avaient vraiment fait des contre-perfs. Elles disaient que ça avait été une telle bouffée d'oxygène de jouer un truc pareil. Enfin, c'était aller au-delà du tournoi de golf, au-delà de leur routine, de leur quotidien, qu'en fait, je pense qu'on leur aurait demandé de faire 10 jours pour finir dernière, elles l'auraient fait parce que l'expérience est extraordinaire. Donc les filles, elles se battent quand même jusqu'au bout parce que c'est des sportives et qu'elles ont, t'as de l'ego et que rien que pour toi, pour ta capacité à te montrer que t'es capable de faire mieux, tu te bats. Mais moi, je comprends qu'on ait encore la niaque parce qu'en plus c'est du golf. Bon, même si là c'était pas un parcours sur lequel il pouvait se passer tout et n'importe quoi, mais on sait jamais. Clairement. Mais le format, parce que ça avait été déjà la discussion en amont de la réintroduction des JO. Ce format stroke play, est-ce que c'est la bonne formule pour parler du Jeux Olympiques? En fait, l'un des reproches qui est fait au golf dans cette façon-là, c'est que c'est sa durée de compétition. En fait, c'est que des retransmissions de 6 heures pour suivre, ça, c'est un peu différent de tout ce que tu peux voir dans tous les autres matchs, dans toutes les autres disciplines, dans toutes les autres épreuves, où ça reste des choses très courtes. Ou les plus longues, en fait, ça va être il y a le marathon évidemment, mais c'est comme la course cycliste, quoi. C'est que ça, moi je trouve que ça n'a pas d'intérêt de montrer pendant 5 heures. Tu zappes, quoi. Et je pense que c'est difficile d'intéresser au golf quand quelqu'un qui va tomber sur le golf, en gros, si le mec il arrive alors que les leaders sont au trou 7, je suis pas persuadé qu'il va attendre 3 heures pour voir la fin. Ouais, mais ton match play va rien changer là-dessus, à moins que tu le mettes sur 9 trous. Ouais, est-ce que des match play sur 6 trous ou sur 9 trous, etc., pourraient pas être une idée, quoi, de faire des trucs très courts. L'avantage du stroke play, c'est quand même que faut s'imaginer quand on a de temps en temps des tournois. Moi, je pense notamment, c'était le tournoi en Australie qui était en match play ou un truc comme ça. Non,
quel était. Enfin, il y avait un tournoi qui était en match play. Quand tu regardes et qu'il n'y a plus qu'un seul match au moment de la finale, t'imagines, une finale, t'as 2 joueuses, t'as pas beaucoup d'images à montrer, quoi. Alors qu'en stroke play, au moins, même si tu montes pas que les meilleurs, t'as au moins de belles images à diffuser un peu tout le temps. Au moins, cet intérêt, parce que si tu fais ta finale et ta petite finale pour ta 3e place, le nombre d'images à diffuser, ça peut te durer. Alors, si c'est sur 6 trous, tu sais que ça va te durer, 1 heure, 1 heure et demie. Bon, 1 heure, allez, si ça se passe bien, parce que c'est du match play, ça peut aller vite. Mais 1 heure, c'est long aussi. Et si t'as qu'un seul match, ça te fait pas beaucoup de coups tapés, quoi. T'en auras toujours au moins 2, parce que tu as au moins le match pour la médaille d'or et le match pour la médaille de bronze, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, après, ça devient le même format que le WGC Match Play. Non, je suis d'accord que sur 18 trous, ça changera pas grand-chose. Mais par contre, sur des formats, je pensais à des formats plus courts, quoi. Enfin, tu vois, il y a eu pas mal de nouvelles disciplines qui ont été instaurées, quoi. Enfin, tu vois, l'escalade, par exemple, entre les différentes épreuves qu'ils ont faites de vitesse, même si tu connais pas, tu tombes dessus, tu regardes, quoi. Ça va vite. Tu peux prendre l'antenne à la rigueur assez facilement sur les 2-3 derniers trous dans une formule match play. C'est peut-être un peu plus facile à comprendre ou à expliquer, parce que à part les golfeurs, qui a regardé le golf? Personne. Ouais, mais ça c'est peut-être pas l'objectif, on va dire ça. Des sports style tennis ou style golf, ou grosso modo, ou peut-être même éventuellement le foot, où tu pourrais dire que l'objectif peut-être des Jeux Olympiques, c'est d'augmenter la notoriété de certains sports, ou au moins d'avoir, on va appeler ça, une façon de les diffuser de temps en temps. Et tu peux peut-être te dire éventuellement que ça soit la partie cycliste, le foot, le golf ou le tennis, peut-être qu'ils ont déjà une notoriété suffisante pour se permettre de ne pas être olympique. Et dans ce cas-là, en gros, se dire, on va peut-être pas de toute façon changer le format, puisque l'objectif pour nous, c'est peut-être pas, on va appeler ça, de recruter des gens, mais plus effectivement d'essayer d'avoir un palmarès, de donner un palmarès à des joueurs. Après, il y a une formule qui pourrait fonctionner, hein. Chez Fumi? Non, tu prends tes 4 tours, tu fais après 2 tours, tu fais un cut, tu prends que la moitié des joueuses, et tu remets les compteurs à 0 au 3e jour. Comme ça, même la fille qui a fini 30e, elle a encore une chance de gagner. Ça, ils ont fait ça sur le Tour européen. Il n'y a pas si longtemps. Le 4e tour. Et là, je vais te dire, ça te remet tout le monde dans le jeu, et t'as du suspense dès le premier trou du dernier tour. Mais après, est-ce que les causes, elles ont envie de faire ça? C'est autre chose. Est-ce qu'en tant que vieux con réac, j'aimerais te dire que je trouverais ça un peu injuste? Oui, mais regarde en judo, le mec qui arrive au judo, qui perd son premier match, bim, merci, au revoir. T'as fait 10 000 km pour te faire toller au premier match et tu rentres à la maison. Faux, madame. Enfin, non, premier match, ça peut marcher, mais t'as des repêchages. Oui, t'as des repêchages, je veux bien, mais dans ce cas-là, allez, t'en as fait 2 matchs. Bon, au moins, au golf, ça a duré, t'as fait 36 trous. T'as passé 8 heures sur le truc. Là, sur le tatami, tu peux y passer 5 minutes, hein. Te faire 10 000 bornes pour te faire torcher par Teddy Riner au premier tour en 30 secondes, y a des mecs à qui ça arrive, quoi. Et toi, Julien, t'en penses quoi? Moi, je pars d'un constat, c'est que qu'on aime le golf ou qu'on n'aime pas, les JO, nous, on n'a pas regardé non plus incroyablement, de manière assidue, l'épreuve, et que les gens qui ne regardent pas le golf l'ont pas plus regardé. Dans les 2 cas, je trouve que ça... Alors, est-ce que c'est mon côté Dustin Johnson, j'ai pas été élevé à l'esprit olympique et que du coup, je m'en fous des JO, peut-être. Mais je verrais bien le truc un peu novateur. Des formats 72 trous sur 4 jours, on en voit pendant 45 semaines de l'année. Là, ça en fait un de plus. C'est peut-être dramatique, mais j'ai presque pris plus de plaisir à regarder les derniers tours des derniers tournois du PGA, le Wyndham ou les playoffs qui arrivent là, que les JO. Alors que c'est effectivement un grand moment de l'histoire d'un sportif, mais je ne sais pas pourquoi. Il y a peut-être l'horaire aussi un peu pour ces JO-là, mais il n'y a pas grand-chose qui m'a donné envie d'aller voir le golf. Alors j'ai regardé parce que vraiment on est mordu de ça, mais j'avais pas une envie incroyable. Alors est-ce que ça passe par le format? Marion a dit des choses très justes quand elle dit qu'effectivement quand tu arrives en finale, tu n'as plus que 2 mecs et que attendre 2 minutes 30 entre chaque shot des gars, c'est pas forcément très télégénique pour les gens qui regardent pas, ça c'est vrai. Mais je sais pas, j'ai pensé à plein de trucs. Quand je regardais, je me disais un truc par équipe, pas forcément, parce que du coup ça fait doublon.
Non, je sais pas. À part ce constat de dire que moi qui aime le golf, ça m'a pas forcément fait rêver et que les gens qui regardent pas le golf, objectivement, ne l'ont pas regardé. C'est compliqué d'aller regarder un sport quand déjà t'as pas le commentateur. Je suis pas d'accord avec toi pour le commentaire parce que bon, j'ai évidemment, moi je rejoins Julien, j'ai pas regardé le golf, j'ai regardé les résultats à la fin du tour, mais j'ai pas regardé le tournoi en lui-même. Il y avait une question d'horaire, puis il y avait une question d'intérêt. Je préfère regarder tous les autres sports que je vois pas d'habitude plutôt que de regarder le golf. Enfin, faut faire un choix et le tir à l'arc, tout ça, je regarde pas d'habitude et là on a pu le faire donc c'était cool. Mais par contre les commentateurs, en soi, à tous les coups, les autres sports que j'ai regardés, les mecs étaient nuls. Mais ça m'a pas empêché de les regarder et d'apprécier parce que c'était tellement quelque chose que je connais pas que finalement j'ai profité. Je pense que c'est pas les commentateurs qui vont dégoûter les gens. Non, ils vont pas te dégoûter, mais entre 2h et 7h du matin, ça te maintient vivant. Ça te permet d'éviter de t'endormir. Après, le problème, en fait, c'est que si tu es mordu, il n'y a pas de problème. Tu vas être drogué et tu vas peut-être pas avoir besoin d'avoir quelqu'un qui te ravère en disant « Oh, le birdie !» Voilà. Mais quand il se passe rien, qu'il n'y a pas de public, quand tu te lèves à 2h30, il peut être tentant, avec un léger bruit de fond où tu entends cuit, de t'assoupir quelque peu. Voilà. Et là, l'être humain vient te réveiller. Je pense par exemple que lorsqu'il y aura, en tout cas pour les Français, le golf au golf national, commentateur ou pas, tu auras au moins des ploufs. Tu vois, tu devras avoir quelqu'un qui fait un peu d'animation et ça sera pas en journée, et ça sera en journée. Donc, mais c'est vrai que moi, j'ai essayé de regarder par moment à 4h du mat, Morpho m'appelait et pas le commentateur. Ça, c'est un point qui va dans le sens de plus regarder le golf, par contre, s'il n'y avait pas de commentateur, parce que je pense à ma compagne, elle ne peut pas blairer que je regarde un match de foot parce que ça la gonfle. Par contre, le golf, il y a des petits bruits nature, et en plus, s'il n'y a pas de commentateur, c'est le pied. En tout cas, moi au Natio, je me dis qu'avoir une formule stroke play 18 trous, ça peut quand même être pas mal, pas si mal. Désolé pour le non-golfeur qui va se dire putain, il me cague de devoir attendre 4 jours pour pouvoir savoir qui est le vainqueur, mais moi, l'aspect stroke play pour un terrain qui est assez fun et sur lequel il peut vraiment se passer quelque chose, voilà. Moi, je suis plutôt tenté. Après, pour le match play par équipe, le problème, c'est qu'il faudrait sélectionner 2 joueurs ou 2 joueuses ou des équipes mixtes. Et puis là, moi, je ne sais même pas comment tu fais pour avoir des critères de qualification équitables. Exactement, parce que si tu es obligé de faire des équipes mixtes, tu as des pays où tu as un mec, pas de fille, ou une fille, pas de mec. Tu fais comment? Ça veut dire que l'autre qui aurait pu se qualifier en indiv, il peut pas jouer parce qu'il n'a pas de partenaire dans son pays. C'est triste. Ça va forcément favoriser les pays qui sont déjà émergés en golf, quoi. Est-ce qu'il faudrait réserver les JO aux amateurs plutôt que d'avoir les pros? Moi, en tant qu'amateur, je suis pas sûr de pouvoir prétendre aux critères d'éligibilité et à la qualif. Ça me va bien que ça soit réservé aux professionnels pour l'instant. Je sais pas. Moi, je me dis quitte à ce qu'il y ait du monde, autant que ce soit les meilleurs du monde dans leur discipline, parce que tu as le meilleur spectacle possible et c'est vraiment les meilleurs du monde qui vont gagner. Ah non, c'est Schauffele qui a gagné. Et chez les filles, c'est Corda quand même. Ouais, là, ça marche pas. Là, ça marche. Ouais. On va parler Solheim Cup et puisque c'est dans 15 jours et que Gugu attendait ça avec impatience, on va juste reparler un tout petit peu du Women's Open, The Open version féminine qui vient de se terminer avec la victoire d'Anna Nordqvist sur le dernier trou, puisqu'elles étaient à égalité avec la Danoise Kurt Madsen au départ du 18. Et puis la malheureuse Danoise qui aurait pu être la première de l'histoire de son pays à remporter un majeur, c'est un peu déchiré sur le dernier trou. Donc Nordqvist qui revient bien juste 15 jours avant la Solheim Cup. Troisième majeur pour la Suédoise, pas mal, 3 majeurs différents en plus. C'était un beau tournoi, moi j'ai trouvé. Effectivement, très cool. Après, j'ai 2 jours et demi un peu à regarder sérieusement, les 2 derniers tours et un petit peu du premier, pour le parcours surtout, le premier tour. Et ça fait, là on enregistre, ça fait à peu près 3 heures que c'est fini, j'ai un seul coup dans la tête, quoi. C'est dramatique, mais il faudra que j'attende encore demain pour en parler, je pense, parce que
Cette pauvre Madsen, là, j'en peux plus, quoi. Ça soquette dans le bunker. Ah, la soquette dans le bunker au 18, terrible. Est-ce qu'on pourrait mettre des nouvelles règles du golf où, genre, en fait, quand on sait, tu vois, qu'on enregistre avec genre un quart d'heure de retard et qu'on interdise la diffusion là où il y a des échecs, en fait. C'est-à-dire que je trouve ça mais horrible. C'est-à-dire que quelqu'un gagne un tournoi parce qu'en fait, il est juste meilleur. Mais on pourrait enlever les images où il y a des craquantes de joueurs parce que en fait c'est juste, mais c'est juste dégueulasse. La nana, je ne sais pas, enfin je ne sais pas pendant, ou même pour Van de Velde, hein, mais je ne sais pas pendant combien de nuits, de mois, etc. Ils vont se ressasser cette foutue image avec leur foutu coup qu'ils ont raté à la con. Je trouve ça inhumain. Voilà. Donc moi en gros, le tournoi je l'ai regardé un petit peu. Moi, ce que j'ai apprécié, une fois de plus, hein, c'est que il y a donc des êtres humains qui jouent des par 4, où leur deuxième coup, c'est un coup de bois, alors que les trous font 380, 390 mètres. Je trouve que ça devrait être, on va appeler ça, très intéressant pour la plupart des garçons, qui n'y connaissent rien, et j'en suis l'exemple typique, pourraient se dire, ah bah ouais, elles jouent quand même pas tout à fait comme nous, mais elles sont pas en train de jouer en gros des fer 7 en deuxième coup pour atteindre un par 4 de 400 mètres. Et c'est là où je trouve que moi, le golf féminin est plus intéressant parce que réussir à poser un bois 3 ou un hybride à 180 mètres du green sur le green, c'est quand même bijou, quoi. C'est que tu quand même contrôles bien ton club. Mais moi, ouais, je fais chier pour la Danoise, quoi. Voilà. Après, elle perd en playoff ou elle se dit peu importe, mais où elle fait un 3 putt. Mais oh là là, c'est horrible. Un 3 putt, c'est dur aussi. Allez, mais est-ce que c'est Marion, est-ce que c'est l'expérience qui a joué là? Parce que Nordqvist, déjà deux majeurs à son actif. Madsen, c'était la première fois qu'elle luttait pour une victoire en majeur. Je sais pas enfin, j'ai pas vu les images parce que je rentrais du golf et j'ai pas du tout regardé ce week-end. Je sais pas si c'est la nervosité parce que c'est une nana qui a une sacrée niaque, qui est une vraie nordique si tu veux, qui a de l'assurance, qui est une bagarreuse, qui est une travailleuse aussi. Je sais pas, je t'avoue que honnêtement le coup est très dur. Le coup est très dur à réaliser, d'autant plus à ce moment-là du tournoi dans la situation dans laquelle elle est. Mais en fait, faut penser, elle a peut-être pensé aux conséquences. Ouais. Parce que il y a une chose qui est certaine, c'est que Nordqvist, si elle gagne, ça change pas son statut. Elle est déjà vainqueur de majeur. Alors c'est le British qu'elle a jamais gagné, certes, mais quand tu gagnes un tournoi, ton statut change. Quand tu gagnes un majeur, c'est décuplé forcément. Donc je sais pas, elle y a peut-être pensé et du coup, je sais pas, petit moment de nervosité, un coup pas facile qui en temps normal, enfin voilà, le coup il a beau pas être facile, je pense que elle le joue coupe du chapeau dans son golf, comme on dit, voilà, chez nous, elle aurait pas eu souci pour le réussir. Nervosité ou je sais pas, après j'en sais rien. C'est quasiment impossible de savoir à part si elle en parle. Je pense il va lui falloir, c'est une sanguine, donc je pense qu'il va lui falloir un petit peu de temps pour digérer ça. Comme disait Gugu, je pense que c'est elle l'a perdu et ça va être assez dur de s'en remettre. Enfin, elle a perdu tout. En plus, elle finit même pas deuxième. Donc cinquième, ouais. Voilà, donc c'est d'autant plus difficile que c'est à ta portée. Au départ du 18, tu peux être vainqueur de majeur. Après, comme vous dites, tu peux perdre parce que l'autre elle fait des super coups et qu'elle fait birdie et qu'elle a été meilleure que toi. Et ça, c'est facile de perdre comme ça. C'est beaucoup plus simple. T'as un peu de regret, mais pas trop. Si Nordqvist rentre, moi j'aurais tellement adoré en fait que Nordqvist en gros rentre son putt pour le birdie pour dire écoute, bon, t'as perdu, voilà, mais de toute façon t'aurais pas pu le gagner. Ouais. Mais là, elle termine par un truc horrible où en fait, ça fait des chouilles. Elle finit avec le par, ok. Mais en plus, Madsen termine avec un double. Là, tu te dis, putain, mais c'est horrible. Enfin, voilà. Bon, dans un sens, elle était co-leader. Ça aurait été pire en étant un coup d'avance et puis là, le perdre, je crois. Mais une belle représentation des Européennes. Parce que Anna Nordqvist qui gagne devant Georgia Hall et Madeleine Sackstrom. Et Lisette Salas, qui, elle, l'américaine, court, elle en est
à quelques-uns des top 2, je pense, dans sa carrière. Une seule Française qui passe le cut, Perrine Delacour, qui finit 34e. Alors du coup, les Européennes ont fait bonne figure cette fois-ci. Est-ce que pour autant, elles vont faire bonne figure dans 15 jours aux États-Unis ou... Parce qu'elle nous avait remporté la Solheim Cup il y a 2 ans de manière magistrale sur le dernier putt de Pedersen. Mais est-ce que cette année, les Européennes ont leur chance ou pas? Il y a 0-0 là. C'est ça. Sur le papier, c'est toujours un peu compliqué contre les Américains. Enfin, en ce moment, les Américaines, elles en ont quelques-unes qui jouent bien. Je pense qu'en plus, elles ont une sorte de. Je pense que les Américaines, par rapport aux messieurs, ont une meilleure cohésion de groupe. Le fait qu'il y ait déjà des sœurs, parce que je pense que les 2 cordas seront dans l'équipe. Je crois que c'est une génération de copines un peu chez les Américaines. Ce qui est peut-être un petit peu moins le cas chez les Européennes, je sais pas trop. Enfin, on sait pas, on verra qui joue, mais faut voir quelle équipe ils nous mettent sur la table. Faut voir. Je pense qu'il y aura une grosse influence suédoise, disons une grosse influence nordique plus que suédoise. Il y aura de la danoise, de la suédoise. Ça peut être sympa. La finlandaise aussi, parce qu'il y en a quelques-unes qui s'illustrent, hein, les finlandaises. Ouais. Moi, je vous avoue être surpris par le timing quand même globalement de la sélection. Parce que quand, mine de rien, tu as, par exemple, 8 ou 9 joueurs qualifiés automatiquement, il y en a déjà qui doivent pouvoir se dire, bon, c'est bon, c'est fait, etc., etc. Mais là, en fait, le problème, c'est que tu vas à peine avoir, allez, on peut dire qu'il y a quoi, peut-être 4 joueuses qui étaient quasi sûres d'être qualifiées. Et tous les autres sont en train d'espérer, en gros, en fonction du résultat d'aujourd'hui ou du coup de fil qui va arriver, ou pas, de la capitaine. Et j'ai du mal à comprendre en termes de timing et de cohésion d'équipe, juste comment tu arrives à faire une équipe au sens premier du terme. Même peut-être en tant que préparation, en tant que sportif. Ouais, c'est complexe, quoi, parce que, non? Je te rassure, les filles qui vont jouer dans 2 semaines le savent déjà. Hein. Et ça fait pas 2 jours qu'elles le savent. C'est parce que nous, on le sait pas, mais elles sont déjà au courant. L'équipe, elle est déjà globalement composée. Peut-être que tu as déjà 10 joueuses sûres, parce que c'est un dessous du truc, mais les tenues, ça ne cessait pas 3 jours avant. Donc, c'est un truc tout bête, mais la capitaine, elle a déjà fait essayer les tenues à chaque fille pour voir machin, pour les tailles, pour les. Je sais qu'il y a quelques années, on a su qui était sélectionné avant l'annonce, nous en tant que joueuses, parce qu'on a vu qui avait essayé les tenues. On savait alors c'était des filles qui n'étaient pas qualifiées, donc on savait très bien que ces filles-là allaient jouer. Nous, on le savait en tant que joueuse. Après, le grand public savait pas. Donc là, moi, je suis comme tout le monde. Je ne sais pas qui va jouer parce que je ne vois pas. Mais je te rassure que les capitaines et les joueuses font pas ça au dernier moment à l'arrache. Après, elles attendent de savoir qui va être qualifié automatiquement. Et donc, si il y a une joueuse qui était, il y a encore quelques heures, dans les 2 sélectionnés en Europe, il s'agit de Sanna Nutinen. Je pense que maintenant qu'elle est plus dans les qualifiées d'office, elle ne sera pas dans les pics. En fait, je pense que typiquement, comme c'est une joueuse que les capitaines ne connaissent pas et ne connaissent pas, je veux dire, en gros, à part si tu as joué sur le LED, personne ne savait qui elle était en début d'année. Moi, je la connaissais, j'ai joué en même temps qu'elle, mais sinon, tu sais pas qui c'est. Globalement, ce genre de joueuse, si elle peut être sortie par les points, etc., par les autres, c'est le genre de joueuse qui sera pas sélectionnée. Honnêtement, je pense qu'elle sera pas dans les 6 pics du capitaine. C'est assez improbable. Donc, évidemment, les capitaines ont déjà leur plan type de ce qu'elles vont faire, mais tu as des imprévus. Notamment les joueuses qui sont qualifiées d'office. Il y a des joueuses que tu n'as pas forcément envie de qualifier, mais qui le seront de par leurs résultats. Là, maintenant, je pense qu'elle, c'est l'exemple typique de la fille qui est sortie des points Europe, qui ne sera pas sélectionnée. Ma connerie de dire essayer les tenues, ça paraît futile, mais parce que les filles, ils pourraient très bien venir avec des tonnes de fringues et dire vous vous servez sur ce que vous avez, etc. Donc, ça semble futile, mais de temps en temps, c'est des petites choses qui trahissent tu peux pas organiser une Solheim Cup 2 semaines avant sans savoir qui tu vas avoir dans ton équipe. Tout est déjà, les capitaines, elles ont tout déjà dans leur tête, quoi.
Donc, on rappelle que pour l'équipe européenne, donc c'est les 2 premières au classement LED Solheim Cup qui sont qualifiées automatiquement. Donc, Emily Christine Pedersen, la danoise, et l'anglaise Georgia Hall, après les résultats du British. Anna Nordqvist, avec sa victoire, ne passe qu'à la 3e place du classement LED. Et Nana Kurtz-Madsen est 4e. Et puisqu'on parle de la finlandaise, Nutinen, elle est désormais 5e. Et notre première française, c'est Céline Boutier, 9e. Et ensuite, ce sont les 4 premières au classement mondial. Je pense que c'est toujours Sofia Popov qui doit être la première, même si Nordqvist va peut-être aussi remonter pas mal avec sa victoire. Sur le site, actuellement sur le site de la Solheim Cup, de la première qualifiée par le Rolex Ranking, les points ont dû être qualifiés et les points ont dû être calculés déjà en avance. Ouais, parce que c'est Nordqvist qui sort en première. Autant. D'accord. Nordqvist. Autant. Ouais, elle est passée, elle a d'ailleurs un petit peu d'avance. Hein. Après, c'est Popov, suivi de Hull et Carlota Siganda. Donc là, on a a priori nos 6 premières qualifiées, elles seraient déjà sur le tableau. Donc on aurait Pedersen, Hall, Nordqvist, Popov, Hull et Siganda. D'accord, donc il restera 6 choix à faire pour Catriona Mathieu. Est-ce que tu penses que Céline, sur sa performance d'il y a 2 ans et puis son niveau de jeu global, de toute façon, peut faire partie des 6 choix? Tu mettrais qui dans les 6 choix qui restent? Moi, en tout cas, Céline, je trouve qu'en termes de jeu, elle a la légitimité. Parce que elle a un petit passage à vide, oui, mais peut-être qu'elle a prévu, elle a peut-être, alors ça, faudrait lui demander, mais elle a peut-être prévu toute sa préparation, etc., autour de mon pic de forme sera à la Solheim Cup. Et donc forcément, tu peux pas être en pic en permanence, tu peux pas être au top de ta forme toute l'année. Donc tu prévois des pics de forme. Bah, peut-être qu'elle a prévu d'être particulièrement en forme à partir de la semaine prochaine, voire la semaine suivante. Donc si elle doit se mobiliser au bon moment, elle le fera. Après, ça va dépendre de la capitaine. Est-ce qu'elle a envie d'une Française qui est parce que Céline par rapport à d'autres joueuses, elle est plus réservée, elle est pas excentrique du tout. C'est pas une grande gueule, c'est pas donc. Est-ce que la capitaine va avoir envie d'une joueuse posée comme ça, qui est calme, qui va pas communiquer d'énergie négative parce que Céline, elle est vraiment, elle est calme, elle est. Ouais, je saurais pas décrire, mais disons que c'est une joueuse qui est posée, c'est une joueuse, c'est rassurant quoi. Céline, elle a une mentalité rassurante. C'est pas une excentrique qui va te faire des coups de grisou à un moment ou à un autre. Et du coup, Catriona Matthews, c'est quand même quelqu'un d'assez posé aussi. Et voilà, elle peut correspondre quoi. Et sachant que Georgia Hall est qualifiée déjà et qu'elles avaient quand même fait un duo donc qui avait bien fonctionné il y a 2 ans, donc ça peut être aussi. Est-ce que les joueuses ont... Je crois que oui. Et moi, je pense d'autant plus que tu as 6 qualifiés. Quand on Ouais. a 3, je pense que c'est plus difficile, mais quand on a 6, je pense que tu peux éventuellement t'accorder à avoir, à imaginer peut-être 1 ou 2 tandems qui sera un petit peu de base, en disant que derrière l'objectif, c'est d'associer une paire qui, à défaut de ne pas être défaillante, pourrait, on va appeler ça, engendrer au moins une bonne dynamique de groupe. C'est clair. Pour moi, une fille comme Elissa Reed, elle sera sélectionnée. Déjà parce qu'elle est à la porte des points pour être sélectionnée mathématiquement. Et puis en plus, dans un groupe comme ça, il te faut des caractères et des tempéraments différents. Et si Céline, c'est la glace, Mel Reed, c'est le feu, quoi. Ça tire ça t'excite un peu. Après, il faut pas que des filles comme elle. Et c'est pour ça que pour moi, moi, je serais très triste de voir que Céline soit pas sélectionnée parce que ça ferait un groupe hyper hétérogène dans les attitudes et finalement, ce serait super bien pour une cohésion parfaite, quoi. Donc, pour moi, une fille comme Melissa, ça doit être dans l'équipe. Une fille comme Leona Maguire, parce que franchement, elle a été solide toute la saison. Ce serait dommage de pas la mettre non plus. Céline, Céline, elle a prouvé qu'elle se défonçait pour son équipe. Elle a quand même été super performante la dernière fois.
Sackstrom qui a fait une super perf, toi qui l'aimes bien, elle a fait une super perf fin de semaine. Puis c'est une super joueuse, c'est une grosse frappeuse aussi. À Inverness, ça peut bien marcher. Juste dire 2 mots sur le parcours d'Iverness à Toledo dans l'Ohio pour cette 17e Solheim Cup, puisque toi, tu l'as joué, Marion, le parcours. Ouais, j'ai eu la chance de faire un pro-am il y a longtemps. Je crois que c'était en 2016. J'imagine qu'il a dû changer un peu, mais bon, c'est grandiose, c'est magnifique. Nous, c'était juste un pro-am comme ça, il était manucuré, donc j'imagine ce que ça va être pour la Solheim. Ça va être, enfin voilà, ça va être de la moquette, ça va être une pure merveille. Je saurais pas à quel parcours le comparer. Je crois que j'ai jamais j'ai jamais eu de comparaison possible avec des parcours que j'ai joués ailleurs. Je saurais pas trop. Peut-être un peu à la Chantilly, un truc un peu comme ça, un peu Vineuil Chantilly, euh, quelques herbes folles par endroit, un parcours un peu sablonneux, quelques arbres, mais pas. C'est pas ce qui le caractérise non plus. C'est vrai que c'est des greens très pentus avec des plateaux, des beaux pré-greens, des greens toujours bien défendus, très bien dessinés. Enfin, c'est un extraordinaire parcours de championnat. Enfin, pour moi, c'est hyper exigeant et en même temps tellement juste. Un bon coup sera récompensé, un mauvais coup sera pénalisé. Ouais, c'est le genre enfin, sincèrement, c'est le genre de parcours qu'il faut jouer une fois dans sa vie et qui est extraordinaire. Bah, comme ça fait envie. Et c'est un parcours qui avantage plutôt les frappeurs, enfin, en l'occurrence les frappeuses, les bons joueurs de fer, les putters, enfin, tu dirais quoi? Le putting, vraiment, les greens sont fous. Les gens qui puttent bien vont être avantagés. Je pense que les frappeurs, globalement, oui, mais ça commence à être un peu le cas tout le temps. Donc, c'est pas propre à ce parcours-là. J'ai l'impression que globalement, maintenant, quand tu tapes fort, t'es avantagé un peu partout. On voit la méthode Bryson, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, même quand il fait de la merde, il fait des parts, quoi. Donc au final, on voit que cette méthode est juste, mais ce qui va vraiment faire la différence, c'est celle qui va putter. T'as des greens tellement dingues, forcément les coups de fer aussi, puisque si tu places tes balles aux bons endroits, si tu passes ta balle au bon endroit sur le green, ton putt il sera facile. Et le danger, ça va être de se laisser des putts compliqués, ce qui peut vite arriver. Mais je crois que c'est vraiment un parcours. Enfin, moi, de mon souvenir, fallait tout bien maîtriser. Après, enfin, je me souviens les sorties de bunker, ça semblait facile tellement la qualité de sable était extra. Enfin voilà, c'était que des choses comme ça. Donc, puis je l'ai joué il y a 5 ans, donc les choses ont peut-être un peu évolué aussi. Et puis tu sais, quand tu passes un peu le temps, il ne te reste que les bonnes choses. Donc, je l'idéalise peut-être un peu aussi ce parcours, mais moi j'en ai gardé un souvenir incroyable. Ouais, ça va être une découverte pour beaucoup de gens, en fait, de le voir, parce que je regardais un peu quel tournoi il avait accueilli. Et le plus récent, c'est le PGA Championship en 1993. Un petit pronostic sur ce match États-Unis-Europe. Gugu, toi, d'abord, Voilà. spécialiste. Match nul? Il n'y en a jamais eu, hein, remarque. Mais ça peut Dans arriver pour de vrai? Bah, Bah oui, celui qui... 14-14, quoi. Victoire Ouais, pour je victoire tente. pour l'Europe. J'y crois pas, mais je tente le match nul. Putain, là, je dois avoir au moins une cote de 11. Oh, putain. Ouais, ça. Alors, il peut y avoir match nul, mais dans ce cas-là, c'est, ouais, effectivement, comme L'Europe. disait Marion, c'est le tenant du Oh. titre qui garde le trophée. Donc ça sera encore meilleur, donc un petit match nul. Ce qui est arrivé en Ryder, mais jamais en Soleil. Soleil. Julien, 18-10. Hein? 18-10 pour Ouais, les oui. Américaines. ouais. Ouais, tu vois le... Ah, de toute façon, je pense qu'en septembre, du coup, oui, c'est en septembre. Septembre et du coup, la Ryder septembre aussi. À mon avis, on prend 2 sauces. D'accord. Alors, 18-10, c'est arrivé une fois dans l'histoire de la Solheim Cup. C'est l'Europe qui a gagné 18-10 et c'était aux États-Unis. Et ben voilà, ils nous la rendent.
Donc, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était en 2013. Donc, ok. Et Marion, Moi, je vais faire un petit 14,5, 13,5. comme l'année Pour dernière. Ouais, Pour qui? Pour les Américaines ou pour les non, pour l'Europe. Ah, comme l'année dernière, donc, vraiment. Ouais, je pense qu'on va refaire un petit. Le petit hold-up des fagots? Ouais, on va les avoir sur leur propre terrain. Ça me plairait bien. Ouais, Ne ouais, moi je. t'inquiète pas, toi, Julien Fontaine. Non, mais ça me ferait rire, mais j'y crois pas du tout cette année. Ouais, moi je sais pas. De toute façon, je suis mauvais au pronostic et puis je sais jamais être impartial. Donc, je vais aussi miser sur l'Europe. Je vais faire 15-13 pour donner un autre score que celui de Marion. Voilà ce qu'on peut en dire. Les États-Unis mènent 10-6 en Solheim Cup. Donc, les Européennes ont gagné l'édition 2019. Et ça sera diffusé en intégralité sur Golf Channel France. Et le décalage horaire est de 6 heures seulement. Donc, on en reparlera dans le prochain épisode du podcast. Bon, merci de votre participation pour cet épisode. Côté Solheim Cup, on aura la réponse dans 15 jours. On essaiera d'apercevoir Baptiste, qu'on remercie une nouvelle fois de sa participation quand on jettera un coup d'œil à l'Italian Open. Je vous souhaite une très bonne semaine et puis à très bientôt. Au revoir tout le monde. Salut, salut! Ciao, famille. Bye bye, bonne soirée. Merci à toutes et tous de votre écoute. Je tenais à créditer la musique utilisée dans ce podcast. Le titre est Anita Latina du groupe Le Gang. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant la musique et les prochains épisodes sur notre adresse lepodcastgolf.petiteballeblanche.com. À très bientôt. Je reste quand même persuadé que s'ils n'ont pas les machines pour couper des roughs, ça vient du fait que en 2018, on a vu que les Américains étaient nuls dans le rough et qu'on va leur laisser des forêts vierges encore. Ils n'ont pas de machine parce qu'ils veulent pas couper les roughs.